S'il s'aperçoit qu'un serveur a été compromis, il va l'isoler lui automatiquement. Il va générer aussi des alertes automatiquement en cas de transfert, par exemple, massif de données. Il y a aussi parmi les mesures de protection qu'on peut avoir, c'est le MFA, bien sûr, parce qu'on a parlé de personnes qui se faisaient passer pour d'autres personnes, donc d'usurpation d'identité, pardon. Donc le MFA aussi, ça permet de contrer l'usurpation d'identité. Donc l'authentification. L'intégration de solutions IAM, l'intégration de solutions de privilege access management, de restreindre au maximum les accès privilégiés au système critique, de vérifier en fait toutes les connexions, de surveiller en fait toutes les connexions d'accès, toutes les actions des utilisateurs et privilèges. Donc il y a vraiment, encore une fois, il y a aussi l'isolation du réseau. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut parler. Sur les mesures de sécurité, il y en a énormément, mais si je devais m'attarder sur ces mesures, ça serait celles que je viens d'évoquer. Voilà. Merci beaucoup Amine pour ces exemples. Je pense que voilà, quand vraiment on comprend la puissance de l'IA, ça fait un peu froid dans le dos, et peut-être que nous tous, on s'est déjà fait avoir à un moment ou à un autre par un deepfake, dans un cadre un peu plus domestique. Pardon. Ajouter juste un dernier type d'attaque de l'IA, c'est aussi, il y a des IA aujourd'hui qui vont générer des communiqués de presse, des vidéos, des articles extrêmement proches de la réalité. Et récemment, il y a une entreprise également qui devait faire l'objet d'une fusion. Et juste avant cette fusion-là, il y a eu énormément de rumeurs, de manipulation de l'opinion publique, de la désinformation qui a été générée par l'IA, ce qui a engendré aussi une perte de la bourse de 5% de cette entreprise. Donc effectivement, même nous, on peut se faire avoir hein, sur la partie IA, comme vous pouvez le dire. On peut voir des vidéos, parfois même d'acteurs, on a même vu ça, des acteurs avec les deepfakes, on a l'impression que c'est des acteurs, mais en fait ce ne sont pas eux. Donc on peut très facilement se faire avoir. Donc l'IA, effectivement, moi de ce que je présente, pour le moment, ça représente effectivement une vraie menace là pour l'instant. Merci beaucoup Amine. Donc je vais passer à Dafé. Dafé, je pense que le professeur en a parlé. Donc aujourd'hui, on assiste à en tout cas, légiférer sur l'IA entraverait un peu le développement. Et jusque-là, l'IA, il n'y a pas vraiment de légifération à proprement parler. Et donc du coup, c'est vraiment, on assiste à une ruée vers l'IA de plus en plus. Et dans ce monde où l'IA évolue très très rapidement, comment garantir que les systèmes de cybersécurité restent efficaces et pertinents? Ok, merci Papa Amadou. Je pense que l'auditoire a déjà annoncé fait l'introduction avec déjà Khalil, donc les points sur l'ensemble des types de menaces, professeur sur la pertinence d'avoir l'IA et donc son intégrité, parce que c'est important, ces deux éléments, vu que l'IA n'est pas à la portée de juste une communauté, mais de plusieurs types de profils, autant les bons que les méchants. Et Amine a insisté sur un élément d'une importance capitale qui est le social engineering, le fait de pouvoir se faire passer ou d'usurper un certain nombre d'informations. Et de l'autre côté, on voit le vécu. Il a parlé d'une entreprise qui a déjà subi une attaque parce que le PDG donc, a émis le souhait d'avoir. Vous voyez, donc c'est tout un ensemble d'informations qu'on a qui nécessite en premier lieu d'avoir ce qu'on appelle une collaboration. Parce qu'on sait qu'une entreprise ne peut pas à elle seule se prémunir de la cybersécurité. Avec l'IA, il faudra qu'il y ait une collaboration entre les entreprises, c'est-à-dire que les gouvernements, les banques, les centres de recherche, tous ensemble, on devrait communier à s'échanger des informations. Parce que dès l'instant qu'il y a une structure qui a subi un peu donc, le deepfake ou bien donc, le social engineering, si on peut dire ainsi, c'est que cette information échangée avec les autres ferait que donc, on gagnerait plus de temps. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, ce qui serait aussi intéressant, c'est le volet innovation. Avant-hier, j'écoutais un audio où l'on disait qu'avec l'IA, surtout pour les pays africains, on a la possibilité de rattraper ce gap qu'on avait perdu donc, sur l'avancée technologique. C'est autant de l'autre côté, au côté professeur au niveau de l'université, comment arriver à travers l'IA à développer des outils
pour quand même pouvoir anticiper sur les vulnérabilités. Vous voyez, c'est l'IA qui est avec donc nous intégrateurs, avec les éditeurs, avec les constructeurs, mais surtout avec les hackers. Donc cette même base renseignée, cette même capacité d'interaction fait que lorsqu'il y a une attaque, il va falloir réfléchir comme l'attaquant qui utilise l'IA, donc il a une longueur d'avance. Nous devons chercher à nous parer pour protéger avec cette longueur d'avance sur la base. Donc, on a cette nécessité de faire des développements, donc d'adresser soit les universités ou donc les entreprises à aller dans le développement d'outils capables de faire des simulations, mais de l'autre côté aussi capables de nous prémunir donc, de ces vulnérabilités. Et peut-être pour terminer, c'est le volet adaptabilité. Vous voyez qu'une cyberattaque, lorsqu'elle survient, on l'a vu à travers la vidéo, c'est une panique générale. Il va falloir gérer deux choses. La continuité de service, c'est déjà l'élément le plus important, mais comment s'adapter à une attaque? Est-ce qu'on va utiliser l'IA en disant qu'on ne peut pas être attaqué, ou est-ce qu'on va mettre en place des systèmes de simulation? Et nous, intégrateurs, fournisseurs de services, c'est ce qu'on a. Khalil l'a dit, beaucoup d'équipements qui vont générer des informations, donc des multitudes d'événements qu'il va falloir analyser et projeter pour se prémunir, donc faire de la proactivité, l'élément le plus important, pour pouvoir asseoir donc, une attaque et donc faire de la continuité de service en cas d'attaque pour que derrière aussi donc, les attaquants n'aient pas donc, gain de cause. Voilà en somme donc, les trois éléments qu'il faut retenir pour que donc, l'on puisse se prémunir donc, des attaques. Voilà. Merci beaucoup Dafé. Donc je vais revenir à toi Khalil. Je pense qu'on a en tout cas suffisamment parlé des aspects détection. Et moi j'ai envie de poser la question sous l'angle anticipation. Selon toi aujourd'hui, est-ce qu'on peut mettre à profit l'IA pour anticiper les cybermenaces, des attaques, des vulnérabilités? Allô. C'est une question qui est très difficile à répondre parce que l'IA, quand on prend sa définition la plus basique, la programmation aujourd'hui, la programmation permet par exemple, on écrit un programme qui permet d'exécuter des tâches bien spécifiques. Alors que quand on prend l'IA, c'est qu'on écrit des programmes qui disent à la machine comment réfléchir. Et pour ça, c'est vraiment très difficile de pouvoir anticiper les menaces, par exemple, liées à l'intelligence artificielle. Moi, ce que je recommande, ce que j'aurais recommandé en tout cas, c'est déjà de mettre en place les briques classiques pour protéger le SI dans sa globalité, mais aussi de s'appuyer sur ce qu'on a dit tout de suite, les centres opérations de cybersécurité, les Security Operations Center. Parce que c'est des entités, les SOC, c'est des entités qui couvrent la cybersécurité sur toute la chaîne. Des équipes pour superviser, des équipes pour détecter, des équipes pour répondre aux incidents et des équipes pour anticiper, c'est-à-dire ceux qui font de la veille technologique, de la veille aux menaces, pour pouvoir mettre en place des use cases pour anticiper sur des tentatives d'attaque bien spécifiques. Voilà. Après, on a les solutions classiques dans les SOC que sont le XDR, les CIEM, les SOR qui embarquent tous de l'intelligence artificielle. Mais comme l'a dit tout de suite le professeur, aujourd'hui, les pirates attaquent même les systèmes basés sur l'IA. Donc en envoyant des données pour biaiser un peu les modèles de calcul. Et c'est là où c'est vraiment compliqué d'anticiper sur les attaques basées sur l'IA. Voilà. Donc je vais laisser peut-être la parole aux autres panélistes pour compléter cette question. Merci beaucoup Khalil. Je pense qu'on aura l'occasion de développer encore plus cette question. Je vais poser une question à professeur. Donc professeur, on sent vraiment que dans votre première réponse, on sent vraiment toute l'expérience et tous les travaux de recherche. Et moi, j'ai une question qui n'est pas simple.
C'est aujourd'hui, quels sont les défis liés à la fiabilité et à l'interprétabilité des outils de cybersécurité, donc qui sont basés sur l'IA? Voilà, merci. Mais je commencerai par parler de l'attaque du président, qu'il a évoqué tout à l'heure, parce que ça crée beaucoup de dommages dans les entreprises. Récemment, un cas similaire est arrivé au Cameroun. Mais je ne comprends pas pourquoi les entreprises ne veulent pas utiliser la crypto. Vous envoyez un message important, même s'il n'y a pas de système d'authentification, mettez au moins un contrôle d'intégrité. Au moins. Je pense qu'il y a un minimum d'utilisation de la cryptographie que les entreprises doivent adopter. Tant que les entreprises achètent des solutions provenant des grosses sociétés, évidemment, dans ces solutions, il y a de la crypto, mais dans leur système à eux, en général, ils n'utilisent pas la crypto. Moi, je pense des systèmes d'intégrité, des systèmes de contrôle d'intégrité, de contrôle d'authentification, qui garantissent la confidentialité. Ça règle complètement le problème de l'attaque du président. Et les gens, ils perdent énormément d'argent à cause de ça. Finalement, la secrétaire ou l'agent comptable ou le responsable financier, ils sont stressés quand ils lisent les mails. Parce que leur cerveau va se demander tout le temps, le mail là, est-ce qu'il est authentique ou pas? Non, il n'en a pas besoin. Il doit avoir un système qui vérifie automatiquement l'authenticité des emails. Et le problème là est réglé. On passe à autre chose. On a des solutions. Pourquoi on ne les adopte pas? Et pourtant, les gens perdent énormément d'argent avec l'attaque du président. Elle continue de faire des ravages. Et pourtant, il y a des solutions simples à mettre en œuvre pour régler ça. Voilà. Maintenant, concernant la fiabilité des systèmes IA, la difficulté qu'on a si on compare l'IA et la crypto, c'est que la crypto, il y a une communauté mondiale, c'est l'IACR que tout le monde connaît. Voilà, il y a des processus de standardisation au niveau mondial. Donc tout est à peu près clair, même si on ne peut pas dire que c'est clair à 100%. Alors que sur l'IA, la compétition fait que chacun travaille dans son coin. Voilà, si aujourd'hui vous tombez sur un algorithme de machine learning sur Internet, qu'est-ce qui vous dit que l'algorithme l'a fait uniquement ce que vous pensez qu'il fait? Voilà, vous n'avez pas un processus qui vous permet de vérifier si l'algorithme a été bien codé. Ou bien si dans ce code-là, on n'a pas inséré un code qui fait autre chose. Or, si on avait un processus de standardisation au niveau international, on règle ce problème-là. Maintenant, aujourd'hui, charge à chaque entreprise de trouver ses propres experts pour faire ce que la communauté internationale aurait dû faire. Voilà. Je pense que pour qu'on règle définitivement le problème de la fiabilité des algorithmes IA liés à l'apprentissage, liés à la qualité des algorithmes, etc., il faut une communauté internationale. Un seul expert ne peut pas régler ces problèmes-là, non. Il faut des centaines de milliers d'experts qui partagent les données sur Internet de façon transparente, qui écrivent les meilleurs algos et qui montrent la meilleure façon de faire les apprentissages. Et comme ça, les autres, ils copient ces solutions-là. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est difficile. On demande à chacun d'être fort partout. Mais ça, ce n'est pas possible. La crypto le montre. Voilà. Aujourd'hui, les meilleures solutions ne proviennent pas des gens qu'on pensait être les meilleurs. Oui. Parce que Dieu a fait bien les choses. Chacun a un bon cerveau. Vous pensez que les meilleurs cerveaux sont en Chine, vous faites une compétition, vous les trouvez en Afrique du Sud. Voilà. Donc, il faut que les gens passent à cette étape-là, créer des compétitions de niveau mondial, mobiliser les meilleurs chercheurs pour qu'ils proposent les meilleures solutions. Évidemment, maintenant, ça risque d'être gratuit après. Parce que la crypto, c'est gratuit. Parce qu'il y a une communauté mondiale, elle se mobilise quand c'est gratuit. Maintenant, si c'est gratuit, est-ce que les gens vont donner les financements? Voilà, c'est un défi. Mais nous, en tant que chercheurs, c'est ce qu'on peut dire. On demande aux gens de développer une communauté mondiale pour gérer les problèmes qui sont liés à l'IA. Il y en a énormément sur la fiabilité. Mais le plus compliqué, c'est est-ce que vos algorithmes n'ont pas été attaqués à votre insu? Est-ce que les données n'ont pas été modifiées à votre insu? Voilà. Ça, c'est des questions qui posent problème. D'autres questions, c'est si j'ai plusieurs algorithmes IA dans mon système, en tout cas dans mon entreprise, si ces applications qui utilisent de l'IA communiquent entre elles, est-ce qu'il ne peut pas y avoir des conflits? Parce que vous avez peut-être des algorithmes IA qui sont entraînés sur des types de données qui ne sont pas les mêmes, mais qui peut-être doivent collaborer après. Voilà. Est-ce que cet ensemble-là est cohérent? Voilà. Donc là aussi, c'est une problématique fondamentale quand on parle en tout cas de la fiabilité ou de l'interopérabilité
des systèmes IA. Parce qu'on a déjà fabriqué les algorithmes dans les labos ou dans les centres de recherche, et après on veut les mettre dans des systèmes qui existaient déjà. Ces systèmes ne sont pas préparés pour les accueillir. Est-ce qu'il faut enlever les nouveaux algos et les remplacer, excusez-moi, est-ce qu'il faut enlever les nouveaux algos et les remplacer par les nouveaux algorithmes IA, ou bien est-ce qu'il faut faire de sorte que les anciens et les nouveaux puissent collaborer? C'est ça le problème principal de l'interopérabilité. Voilà. Mais moi, en tout cas, la meilleure solution à laquelle je pense, c'est que la communauté IA essaye de s'inspirer de ce que la communauté crypto est en train de faire. Voilà. Le monde est plus ou moins sécurisé, il y a des attaques, mais quand même, 80% des transactions dans le monde se déroulent correctement, ou même 99%. Donc le monde est sécurisé, le monde cyber est sécurisé malgré les attaques. Et ça, c'est parce qu'au niveau crypto, les gens ont fait énormément de boulot depuis 40 ans. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on réussira à faire ce travail-là au niveau de l'IA? Pour moi, c'est toute la question. Merci beaucoup, professeur, pour cette réponse très claire. Et on sent encore que, voilà, pour ce chantier de fiabilisation de l'IA, il y a encore du travail à faire pour assurer une meilleure fiabilité et une meilleure sécurité. Donc, je vais passer à toi, Amine. Donc, moi, je suis client. Je travaille dans un environnement industriel complexe. Donc, j'ai compris, avec ta réponse à la dernière question,